Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'ambiance était particulière au Fleuve Congo Hotel lors de cette session académique. Une cérémonie couplée à laquelle a assisté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout a commencé par une photo souvenir avec les lauréats, alors qu'à l'auditorium du Fleuve Congo Hotel, la mise en place était terminée. Il s'agissait de la cérémonie de clôture de la 8e session Simon Kimbangu et d'ouverture de la 9e édition de l'École nationale d'administration. Dans son mot, Eddy Mouika, DG de l'ENA, a souligné que sur 100 élèves qui ont été retenus sur base d'un concours, 99 ont terminé leurs 12 mois de formation et tous sont représentatifs de 26 provinces de la RDC. Quelques travaux de recherche réalisés par les lauréats ont été présentés et remis par la suite au président de la République. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a loué l'engagement du chef de l'État de porter haut l'éducation en RDC. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État, votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Après ces discours très applaudis par l'auditoire, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des diplômes aux lauréats. Invité pour son mot, Félix Antoine Tshisekedi a dit sa satisfaction. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de poste, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. ENA est un établissement public sous tutelle du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services de l'État. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Je suis venu présenter mes civilités au président de la République. Telle est la première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle au sortir de son entretien avec le chef de l'État.
C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique entre les deux pays. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans le domaine des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que cette entreprise pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au M23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens de coopération concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Je suis venu présenter mes civilités au président de la République. Telle est la première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle au sortir de son entretien avec le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique entre les deux pays. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans le domaine des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que cette entreprise pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au M23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés.
Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens de coopération concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Protocole millimétré ce samedi 21 octobre 2023 au Palais du Peuple à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photo souvenir avec les membres de la Haute Cour dans la salle de congrès en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont fait leur rentrée judiciaire comme prévu à l'article 100 alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, celui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution axée sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été une sorte de plaidoyer pour l'instauration au sein de la Haute Cour d'un corps de conseillers référendaires comme l'exigent les lois du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mercuriale, s'est étendu sur les causes d'irrécevabilité du contentieux électoral, un thème à caractère pédagogique choisi par le juge constitutionnel dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux psyléché des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo, comme vous pouvez le voir sur la route des Kalingera, nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine, des maisons ont été brûlées, les villages de Runzenze a été touché, les villages de Bichiché, les villages de Marangara, et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir les types d'armes qu'ils ont notamment amenées dans leur cohorte pour s'aimer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, autour du président de la République, nous ne lésinerons pas sur un seul moyen pour défendre à la fois l'intégrité de notre territoire, mais aussi nos compatriotes innocents qui sont tués et massacrés parce qu'il y a des appétits que nous connaissons bien. Calico, au cri de joie, chant pour exprimer leur soutien à la candidature de Moïse Katumbi et la joie de revoir celui qui est pour eux
l'unique choix pour ces élections qui pointent à l'horizon. Lundi dernier à Lubumbashi, devant le siège de son parti, un rassemblement était organisé par le président de l'Ensemble pour la République pour s'adresser à ses militants et sympathisants qui l'ont accompagné depuis l'aéroport, accompagné de son épouse en provenance de la Tanzanie. Dans son allocution, Moïse Katumbi appelle à la transparence pour des élections apaisées. À en croire le président de cette famille politique, les autres candidats à la présidentielle ne sont que des adversaires politiques, mais pas des ennemis. Voilà pourquoi il exhorte ses partisans à prôner pour la paix, qui reste le gage de tout développement, tout en étant vigilants. Avant la prise de parole de Moïse Katumbi, son haut représentant Christian Mwando avait commencé par saluer la validation de la candidature de son président par la CENI. Il faut alors noter que Moïse Katumbi reste le candidat le mieux coté parmi les challengers et que ceci n'est rien comparé à la campagne électorale, mais l'on peut déjà voir à quoi elle ressemblerait. Les directives pour aider les journalistes à bien exercer leur métier pendant cette période électorale étaient au centre d'une rencontre entre les professionnels des médias et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, autorité de régulation des médias. Cette rencontre s'est déroulée dans la salle du centre de monitoring des médias en présence du président de cette institution, Christian Bosembe, et plusieurs journalistes des différents organes. Une occasion pour Christian Bosembe d'interpeller à tout journaliste à bien se comporter pendant cette période électorale. Ils doivent rester professionnels, respecter la déontologie professionnelle et l'éthique aussi. Ils doivent donner une information qui est vraie, qui est réussie. Ils ne doivent pas prêcher la haine, ils ne doivent pas mentir dans ce qu'ils vont dire. Quelques articles du CESAC ont été évoqués, notamment l'article 19 où chaque candidat ou candidate dispose au scrutin présidentiel des 30 minutes d'émission radio et télévisée, et puis l'article 29 où il sera réservé à chaque candidat ou candidate au scrutin présidentiel une page antérieure du bulletin de l'agence congolaise de presse pour faire paraître son programme. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle. Il s'agit de l'incursion dans la cité de Wicha des terroristes djihadistes de ZF-MTM. L'ennemi avait des dispositifs déjà dans la cité de Wicha. Grâce à ses collaborateurs, ses antennes qui sont déjà dans cette cité, où l'ennemi a commis des massacres avec 2 machettes. L'ennemi n'a pas voulu tirer des coups de balle parce qu'il savait que l'armée allait intervenir avec les services de sécurité dans son ensemble pour les mettre hors d'état de nuire. L'ennemi s'est divisé en 3 groupes. Le premier groupe était là pour empêcher l'intervention des militaires. Le deuxième groupe était là pour piller le magasin, les boutiques de la population civile. Et le troisième groupe était là pour égorger silencieusement, je pèse sur mes mots, silencieusement notre population avec des machettes. Donc, nous avons enregistré officiellement 26 morts du côté de la population et nous avons jusque-là en train de faire des contrôles pour savoir le nombre exact de compatriotes kidnappés par ces terroristes ADF-MTM. Au moment où je vous parle, nos troupes sont en contact physique avec l'ennemi au niveau entre le PK 6 et 7 au village Matiba, là où nous sommes en train d'échanger des tirs avec l'ennemi qui a commis ces bavures dans notre cité de Wicha. Mais nous regrettons que certains de nos compatriotes, je ne sais pas pour qui ils travaillent, ils viennent encore d'alourdir le bilan des terroristes ADF-MTM en incendiant 5 de nos véhicules. Et parmi ces 5 véhicules, il y a 3 Actros et 2 Jeeps qui étaient d'ailleurs au service de la population dans son ensemble, des déplacés.
Ces véhicules étaient là pour servir la population déplacée en amenant des nourritures et des vivres. Mais malheureusement, la population a jugé bon d'incendier ce véhicule. Et ces actes ne resteront pas impunis, que ce soit du côté des collaborateurs qui ont fait entrer l'ennemi dans notre cité de Wicha. Je vous rappelle que c'est la première fois depuis 2014 que Wicha enregistre un si grand nombre de morts dus aux attaques des terroristes ADF-MTM. Et ça, c'est inacceptable. Nous avons déjà détecté certains collaborateurs que nous allons coûte que coûte arrêter, parce que c'est eux qui ont donné l'occasion à l'ennemi, et l'ennemi a contourné les positions militaires pour faire ses actions. Pour l'instant, les secteurs opérationnels... Les équipes du MSF soutiennent les hôpitaux depuis le mois de janvier. À Massissi et Mouesso, une moyenne de 800 enfants sont admis souffrant de la malnutrition aiguë sévère chaque mois. On peut dire près du double de la moyenne mensuelle en 2022. Alors que Massissi est un territoire situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale provinciale de Goma, réputée pour ses collines verdoyantes, fertiles, où l'agriculture reste la principale activité économique. Cependant, depuis qu'elle est en proie des conflits armés depuis 2022, à cause de ces affrontements entre les mouvements du 23 mars, les forces armées congolaises et divers autres groupes. En effet, depuis quelques mois, l'accès aux terres agricoles s'est remarquablement restreint en raison de la présence d'hommes armés qui prennent le contrôle de certains points et des taxes sur les routes. Ainsi, les habitants ont du mal à regagner leurs terres et sont contraints de les abandonner en laissant ainsi pourrir leur récolte sur place. Il faut noter que cette malnutrition s'aggrave en partie aussi à cause du manque des structures médicales fonctionnelles dans la région. Quelques établissements existants souffrent de la pénurie de fournitures médicales essentielles et les autorités sanitaires ont d'énormes difficultés pour les soutenir. Pour soigner la malnutrition, un aliment thérapeutique à base d'arachide est urgent. À en croire Carole Zen-Ruffinen, coordonnatrice du projet des MSF à Mouesso, tous les acteurs de la région doivent s'impliquer et il est impératif de trouver des solutions durables pour répondre aux besoins nutritionnels croissants de la population. Même après la sortie de l'hôpital, les enfants réchutent rapidement car les familles se retrouvent face à la même difficulté. Cette crise économique causée aussi par les conflits ne permet pas des échanges commerciaux comme il faut. Cette crise économique causée par les conflits ne permet pas des échanges commerciaux comme il faut et occasionne en même temps une augmentation très significative des prix alimentaires en mettant en difficulté la sécurité alimentaire des familles. Sachez que les habitants de la région déjà vulnérables luttent pour nourrir leurs enfants pendant que la situation s'aggrave de jour en jour. 36 326 cas suspects de la rougeole, dont 1248 décès sont enregistrés depuis le début de l'année 2023. Ces chiffres ont été dévoilés par le chef de la division provinciale de la santé à intérim lors du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune à Chikapa le mardi dernier. Le docteur Célestin Mamba a fait savoir que les personnes dont l'âge varie entre 9 mois à 60 ans sont concernés par la campagne contre la fièvre jaune et les enfants de 6 à 59 mois seront vaccinés contre la rougeole. Cette campagne va se dérouler en stratégie fixe et avancée pour les 14 zones de santé qui organisent la campagne intégrée. Pour la DPS Kasaï, l'objectif de cette campagne est de renforcer l'humilité collective de la population contre la fièvre jaune et la rougeole afin d'atteindre l'élimination de l'épidémie de fièvre jaune d'ici 2026 et de l'élimination de la rougeole d'ici 2030.
Le Fonds de promotion de l'industrie organise depuis ce lundi à Kinshasa un atelier sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion des projets et marchés publics. L'objectif de cette activité est de se doter d'un cadre de référence et de contrôle interne des acquisitions au sein du Fonds de promotion de l'industrie. Ces travaux, qui vont durer 3 jours, se dérouleront sous le regard de l'autorité de régulation des marchés publics et de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Nous sommes ici en tant qu'autorité de régulation des marchés publics qui réglemente justement les procédures en matière de la commande publique. J'ai mes experts qui accompagnent justement comme la DGCMP, les FPI pour l'élaboration de ce manuel. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner cette initiative. Bon, la DGCMP est dans son rôle d'accompagnement des institutions dans le renforcement des capacités des institutions, des cellules de gestion des projets de marché public afin qu'ils puissent améliorer la gouvernance dans le processus de passation des marchés. Donc nous sommes vraiment dans notre rôle. Nous saluons l'initiative du Fonds de promotion de l'industrie, comme l'a si bien dit M. le directeur général. Ça va leur permettre de rentrer dans la régularité et de maîtriser tous les textes relatifs à la passation des marchés. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, qui a ouvert cet atelier, a rappelé dans son discours que l'élaboration du manuel des procédures va permettre au Fonds de promotion de l'industrie de cerner et arrimer les attributions de la cellule de gestion de passation de marchés publics dans l'ensemble de l'activité de l'entreprise et fixer l'ensemble d'étapes des procédures relatives à la passation des marchés et conformément aux exigences de la loi sur les marchés publics en République démocratique du Congo. Nous avons réuni toutes ces intelligences pour élaborer un manuel de procédure de la cellule de gestion de projets et marchés publics au sein du FPI. Tout cela, nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons un objectif de rationalité et d'efficacité que nous devons introduire dans les circuits administratifs de la passation des marchés et nous voulons également améliorer la gouvernance étatique de l'institution. Bertin Moudimou a invité ses experts à faire le diagnostic de la passation des marchés au sein du FPI et la revue documentaire ainsi que élaborer le manuel en tenant compte de tous les aspects dégagés à l'issue du diagnostic et la revue documentaire. Le manuel de procédure élaboré sera destiné à être mis à jour au fur et à mesure de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. Toute notification du dit manuel devra être soumise à l'approbation écrite préalable de l'ARMP et de la DGCMP. Signalons que c'est depuis 2017 que le FPI a mis en place une cellule de gestion des projets et des passations de marchés publics, CGMP en sigle, afin d'accroître l'efficacité, l'efficience et la transparence dans la passation des marchés publics du FPI. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le canal de son ministre de l'économie Vital Kamerhe, et celui des hydrocarbures, Didier Boudimbo, avait promis aux pétroliers le paiement de manque à gagner et l'ajustement des prix au plus tard le 15 octobre, délai qui n'a pas été respecté. Après plusieurs alertes sans succès, les pétroliers se sont décidés de déclencher à nouveau un mouvement de grève. Un coup dur pour la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, qui subit les effets de cette situation ce lundi, et certaines stations demeurent fermées. Dans une correspondance, un professionnel du pétrole explique que c'est face à la hausse du produit pétrolier sur le marché international, ils n'ont pas d'autre choix que de cesser la distribution. Et cette interruption a occasionné des nouvelles perturbations, notamment une hausse sensible des transports en commun. Certaines lignes ont doublé leur prix et le litre d'essence est vendu à plus de 5 000 francs congolais chez les revendeurs. Ainsi, les pétroliers remettent en cause la mise en place d'une nouvelle structure des prix à la pompe face à la hausse du carburant sur le marché international, ce qui reste bien évidemment la principale raison de ce nouveau mouvement de grève. Jusqu'où irait cette situation? Wait and see.
Dans le même ordre d'idées, il faut savoir qu'à Bukavu, cette situation découle aussi d'une grève des pétroliers dans toute la région qui a occasionné une hausse des prix du carburant où un litre se négocie actuellement entre 8 000 et 9 000 francs congolais dans de nombreuses stations de la ville. La dite situation a des conséquences beaucoup plus pour les habitants de Bukavu, en particulier sur le coût de transport en commun. Le prix ont augmenté de 100%. Une course en moto est passée de 1000 francs à 1500 francs congolais, tandis que le tarif de taxi est passé de 1000 francs à 2000 francs congolais, voire 3000 francs pour certains trajets. Il faut savoir que la population de ce coin du pays fait face à deux contraintes. D'abord, les restrictions imposées par les autorités et la pénurie des produits pétroliers qui ne leur permettent pas de se déplacer à cause de l'augmentation des tarifs des transports en commun. Ce journal est terminé. Prenons à présent le rappel des principaux titres. Ils ont trouvé refuge dans la ville chrétienne de Taïbé. Des Bédouins chassés il y a 15 jours de leur maison par les colons israéliens. Ils vivent en Cisjordanie, territoire palestinien morcelé par les colonies juives. Ces nomades sédentarisés ont dû fuir en quelques heures. Ils ont emporté avec eux leur seule richesse, leur bétail. Les colons sont arrivés, ils ont tiré en l'air. Ils ont dit « si vous ne partez pas, on va vous abattre ». Les Bédouins ont filmé discrètement les colons à la fin de l'opération d'expulsion. Un soldat israélien en uniforme est présent. Les soldats israéliens ne nous ont pas aidés. Au contraire, ils étaient avec les colons et ils nous ont menacés, eux aussi. Dans ces collines, le gouvernement Netanyahou et ses alliés de l'extrême droite soutiennent la colonisation. Ce bédouin nous montre les emplacements des communautés arabes récemment expulsées. Regardez là-bas. Les colons profitent du désordre actuel après les attaques du Hamas pour accentuer la colonisation. Cette maison vient d'être incendiée, les habitants bédouins ont fui. Tout près, ce chemin recouvert récemment de gravillons. Et à la fin de la route, de jeunes colons israéliens. Ces quelques baraquements tout juste installés sont l'avant-poste d'une future colonie, des installations illégales au regard du droit international. Nous travaillons pour la télévision française. Ils refusent de nous parler. Plus loin, un autre campement bédouin harcelé par les colons. Le point d'eau, par exemple, où ils se ravitaillent, a été fermé par ces colons. Ces persécutions quotidiennes alimentent la haine. Ils veulent nous faire partir, mais où voulez-vous qu'on aille ? Pendant notre présence, les colons surveillent à partir de cette voiture. Ils passent et reviennent plusieurs fois, mais s'éloignent là aussi dès que l'on tente un dialogue. Selon les Nations Unies, plus de 500 Bédouins palestiniens ont été expulsés ces 2 dernières semaines de ces collines. Dans le chaos de la guerre, ces déplacements forcés de population passent presque inaperçus. Mais les colons ont bel et bien réussi à chasser une majorité de Bédouins de ces crêtes montagneuses. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.